Nous sommes déjà dimanche, Madame, Messieurs. C'est votre rendez-vous de la semaine, Info 7. Pour décortiquer l'actualité qui reste notamment dominée par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et puis la session du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête de la SADC pour l'exercice 2022-2023, les sociales du peuple congolais. Madame, Monsieur, nous en parlons dans notre rendez-vous de la semaine avec le secrétaire général adjoint du parti au pouvoir, Deo Bizibou, qui est déjà là. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et comment vous allez? Je tiens bon. Comment se porte le parti? Le parti se porte bien. La lutte continue. La lutte continue. Deo Bizibou, secrétaire général adjoint du parti au pouvoir. Certainement que les personnes qui sont en train de vous suivre maintenant se posent la question, depuis quand vous êtes secrétaire général, on ne vous entend pas, on ne vous voit presque pas, c'est plus Augustin Kabouya qui est sur terrain. Je suis secrétaire général depuis 2 ans. Ah, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, en effet. Une année après que le secrétaire général adjoint, le secrétaire général Augustin Kabouya a été nommé, nous, une année après, nous avons été nommés. Donc, je suis là depuis 2 ans avec... et j'ai avec moi, nous sommes à 4 adjoints qui sont là. Nous étions à 5 avant que notre collègue Maître Celo, donc avant qu'il ne soit nommé VPM, nous étions ensemble. Donc nous sommes 4 secrétaires généraux adjoints de l'UDPS qui sont en fonction depuis 2 ans. On a l'impression que vous n'êtes pas là. Vous êtes là, mais sur terrain, on ne vous sent pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous subissez le même sort que Augustin Kabouya lorsque Jean-Marc Kabonde était encore président AI du parti? Non, absolument pas. Un parti politique, c'est une philosophie. Une équipe s'organise. En ce qui me concerne, je suis, comme vous savez, depuis très longtemps, à l'UDP, lorsqu'on désigne les adjoints au secrétaire général, on prend en compte les sensibilités, on prend en compte les aires géographiques du pays. Et c'est comme ça que même à l'époque de nos fondateurs, nous avions 4 fondateurs qui étaient coprésidents. Alors pour l'espace Kassai, on avait Tshisekedi de Mulumba, pour l'espace de Bangala, et donc l'ingalaphone, on avait le professeur Marcel Yaoueboua, et pour les kikongophones, on avait le fondateur Vincent Brankem Nyaroliem, et pour l'Est, on avait Frédéric Ibassamaliba. Donc on prend chaque fois en compte, et nous avons continué comme ça, quand nous avons des adjoints, on désigne un qui vient de l'Est, et celui-là c'est moi. Il y a des collègues qui viennent de l'Ouest, qui viennent du centre, ainsi de suite. Voilà, vous avez dit que vous ne m'avez pas senti. Eh bien, madame, lorsque j'entre en fonction, j'ai initié d'abord comme secrétaire général adjoint avec cette spécialité-là de l'Est, les itinérances. C'est comme ça que tour à tour, certainement vous n'avez pas été très attentive. Bon, je ne parle pas de moi, mais je parle de la population certainement qui est en train de vous suivre. Voilà, exactement. J'ai fait plusieurs tournées. J'ai été en Haut-Ouélé, j'ai été à Ituri, j'ai été à la Chopo, j'ai fait le Nord Kivu, le Sud Kivu. On comprend que vous brillez plus dans votre coin. Il restait. De l'Est. Non, parce qu'il y a les autres qui partent dans certains. C'était une planification stratégique. Alors, il restait que je fasse l'itinérante suivante. Ça devait être Kindu pour le maniement Kindu-Kalemi. Et je finirais pour l'Est par Lubumbashi, Kolwezi, Likasi et puis Kamina. J'allais boucler l'Est en ce moment-là. Et là, viendrait maintenant le temps de Kinshasa, du Congo central, parce qu'aussi, j'ai évolué au Congo central. C'est là que j'ai commencé avec le parti. Ah, c'est là que vous avez commencé la lutte au sein de l'UDPS. Exactement, ça me fait 31 ans aujourd'hui que je suis à l'UDPS. J'ai commencé en 91 dans la ville de Boma. Et c'est là que j'ai fait. Je sais que beaucoup de gens, et c'est là que j'ai fait donc l'école secondaire à Boma. C'est là que j'ai fait mes premières armes en politique en fait. Voilà, donc j'envisageais de continuer par le Congo central. Et l'opinion de Kinshasa, le moment qui était choisi. Deo Bizibou, qu'est-ce que vous faites à Kinshasa aujourd'hui? Parce que le secrétaire général Augustin Kabouya séjourne dans le Congo central. Mais lorsque le secrétaire général n'est pas là, l'un d'entre nous assume son intérim. Et nous sommes là. Oui, il n'y a pas de souci. Sans s'inquiéter, on pensait peut-être que ça ne va pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Vous êtes quand même conscient que les gens murmurent, hein? De gauche à droite? Nous savons que les attentes étaient très très élevées par rapport, vous êtes conscient. par rapport aux 37 ans de lutte dans l'opposition d'abord.
Mais aussi, il faut prendre en compte toutes les pesanteurs qui sont là. Ça veut dire quoi, les pesanteurs? Un, l'UDPS n'a jamais eu la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'UDPS a été minoritaire et continue à être minoritaire, y compris dans son gouvernement. Qu'est-ce qui arrive y compris dans son gouvernement? Absolument. Mais dans la quarantaine, soixantaine qui est là, combien nous avons? Voilà. Nous avons à peine 36 députés nationaux. Ça veut dire, plutôt le chef de l'État est en train de manœuvrer pour avoir. N'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas que le chef de l'État, vous avez entendu dans ce pays, les gens vous disent non, non, c'est un pantin. Il va réchauffer juste le siège pour M. Kabange qui reviendrait quelques temps après. Vous avez entendu, il est dans une cage, enfermé dans une cage. Vous entendiez des personnalités qui disaient tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à parler, non, pas seulement des personnalités, mais même la population congolaise. Mais j'arrive. Madame, est-ce qu'on avait pensé qu'un jour, M. Kalev serait dans les conditions où il est aujourd'hui? Les tortionnaires d'hier. L'homme fort de la nerf d'hier. Est-ce qu'on s'attendait à ce que le général Numbi, est-ce qu'on s'attendait que les procès Rossi Mukendi aient lieu? Est-ce qu'on s'attendait que les procès de Thérèse Kapang aient lieu dans ce pays? Qui l'eût cru? On constate que les tortionnaires d'hier, ceux qui ont tué Chebeya, ceux qui ont tué, ils sont en train d'être jugés. Ça veut dire, l'homme qu'on croyait enfermé dans une cage a déjà quitté la cage. Et ce sont ceux qui étaient les artisans, les tortionnaires d'hier qui sont maintenant et qui sont aujourd'hui en fuite. Le travail est en train de se faire, mais nous sommes en train d'y aller. On ne peut pas engager tous les résultats du coup parce que le fossé était terrible, le mal était tellement profond. Depuis 1996, quand nous parlons de l'insécurité à l'Est aujourd'hui, c'est depuis 1996. Et vous savez, et comment c'est arrivé? La LAFDEL et les rejetons de l'AFDEL, CNDP, M23 et consorts, tout ça, nous avons hérité de tout ça. Mais les efforts sont là, et comme vous le savez, il y a des prérequis pour qu'on arrive à relancer l'économie. Si vous étiez conscient de tout ça, tout ce que vous venez d'énumérer, de ces défis-là, pourquoi vous avez donné espoir à la population en pensant que quand vous allez arriver au pouvoir, vous allez changer les choses comme si c'était à l'aide je sais pas, d'un bâton magique? Pourquoi vous avez nourri la population de l'espoir? S'il vous plaît, on y va palier par palier. Je parlais tout à l'heure là des tortionnaires qui ne sont plus en place, qui sont en fuite. Ceux qui avaient planifié. Peut-être qu'on pourra y arriver. Peut-être vous n'avez pas assez d'informations, assez de renseignements, mais sachez que lorsque M. Kabange quitte le pouvoir, il nous a laissé une poudrière. Vous apprenez qu'on découvre à gauche, à droite, ici au Congo, des caches d'armes, Kisangani, Goma, Bukavu, ainsi de suite. Il n'avait pas... Normalement, la guerre dont on parle aujourd'hui était planifiée à avoir lieu 6 mois après l'extinction du chef de l'État au pouvoir. 6 mois après. La guerre? Absolument. La guerre de l'Est? Absolument. Elle était déjà planifiée. Elle était planifiée. Nous allons parler de la guerre de l'Est dans un dossier. Alors, je disais que... Mais dites-nous d'abord, vous avez nourri la population d'espoir. Vous êtes conscient aujourd'hui que la population n'a plus du tout confiance? Non, nous sommes en train d'aller palier par palier. D'abord, regardez. Pour relancer l'économie du pays, il faut disposer de réserves suffisantes d'échange. Nous sommes en train d'y aller aujourd'hui. Ceux qui parlent, les anciens régimes n'avaient presque rien laissé, mais nous sommes en train de battre les records. Regardez pour mettre fin à la guerre dont nous parlons aujourd'hui. Vous allez constater que l'armée n'avait, depuis le régime de M. Kabange... Nous avons un dossier où nous allons parler de l'Est. Parlez-nous d'abord de l'espoir nourri, notamment aujourd'hui. Vous êtes quand même conscient que la vie est devenue très chère. J'arrive d'abord. Il n'y a rien qui soit plus précieux que d'abord la liberté. Et ne revenons pas dans vous vous rappelez la fable du chien et du lièvre. Non, pas plutôt le lièvre, plutôt le renard. Le chien qui est bien nourri, mais qui est chaque fois enfermé dans la cage. Qui envie le renard qui lui est en liberté. C'est ça le cas. D'abord, au niveau de la liberté. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? D'abord, les Congolais sont libres. Aujourd'hui, les Congolais sont tellement libres que... On a faim, est-ce qu'on va bien travailler? On arrive. Je vous ai parlé des réserves qui sont en train de s'accroître. C'est ça le matelas d'abord sur lequel qui va nous permettre de pouvoir relancer les choses sur le plan économique. On ne peut pas tout avoir du coup. C'est bien planifié, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, madame. Et entre-temps, les gens meurent de faim. Mais entre-temps, madame, j'observe que entre-temps, les gens meurent de faim. J'arrive, je vous réponds, madame. La conjoncture édictée par le président de la République n'a pas été bonne.
il y a eu le Covid. Quand vous regardez bien avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, tous les pays, le Sénégal, les consorts, le monde entier, vraiment il en souffre. Qui n'en est pas témoin. Quand vous voyez comment à travers le monde aujourd'hui, le prix de l'essence à la pompe, à travers le monde entier, ça monte. Mais nous fournissons, le gouvernement du Congo, notre gouvernement fait un effort pour contenir tout cela. Quand vous regardez aujourd'hui le nombre de taxes qu'on a rabattus aujourd'hui, TVA et consorts, si on n'avait pas fait ça, oh là là, ça aurait grandi déjà. Donc les efforts sont en cours par rapport au mal que nous on a eu à trouver. Oh là là, je vous assure, si nous avions n'importe quel gouvernement là-bas, ça aurait déjà explosé. Mais est-ce que était-il important pour le président de la République, Félix Tshisekedi, d'ouvrir beaucoup de chantiers? Il ne devrait pas se concentrer sur 2 ou 3 domaines? D'abord, madame, je vous informe que, pas que je vous informe, mais vous avez l'information. Tous les voyants étaient au rouge au Congo. Tout était prioritaire. Mais il pouvait se concentrer sur 2 ou 3 domaines, non? Je vous donne un exemple. Écoutez, les populations, c'est global. Les problèmes sont diversifiés dans les populations. Et le chef, c'est celui qui s'occupe de chacun là où il se trouve, dans son domaine. Il ne faudrait pas qu'il y ait le chef qui s'occupe d'une catégorie seulement. Non, on s'occupe globalement des problèmes qui se posent dans la société. Et c'est ce que le chef fait. Il est là, sur les chantiers. Sur les chantiers des infrastructures. Il est là sur le plan social. Il est là dans l'enseignement et la gratuité. Tous les voyants étaient au rouge, madame. Il n'y avait pas de raison qu'on s'occupe d'un secteur, qu'on ne s'occupe pas d'un autre. Non. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de votre magazine Info 7, insécurité dans la ville-province de Kinshasa, comme dans certaines autres provinces de la RDC. On en parle dans ce dossier. Cet atelier ouvert et clôturé par le directeur général du BESECO, Jean-Mabi Moulumba, a visé à renforcer les capacités des entreprises aux bonnes pratiques d'élaboration et des soumissions des appels d'offres de qualité dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Comme je l'avais dit hier, cet atelier vise un objectif pédagogique qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la transparence et de la redevabilité, qui est l'une des stratégies de BESECO pour une mise en œuvre réussie du PDL 145 territoires, programme initié par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en vue de répondre aux différentes préoccupations exprimées par les populations lors de ces différentes tournées à travers le pays. Au cours de ces 2 jours de travaux, le BESECO a décrit le critère essentiel pour soumissionner un dossier conforme aux règles de passation de marché. Alors là, il était question de les aider à mieux appréhender les critères qu'on leur a transmis dans les affiches d'appel d'offres qui ont été envoyées. Et chacune d'elles, je crois, a été représentée. Et on a déroulé essentiellement tout ce qui concernait les notions de base d'abord de la passation des marchés pour voir quels sont les critères qui sont pris en compte généralement pour aboutir à une offre de qualité, ce qui a été débattu aujourd'hui. Par ailleurs, les représentants de PME à cet atelier se sont dit satisfaits par cet exercice qui les a permis de se doter des outils nécessaires. Vraiment, ça a été très important. Il y a des choses qu'on ignorait, il y a des choses qu'on ne savait pas. Vraiment, à travers ces 2 jours de séminaires ou ateliers, nous nous sommes vraiment enrichis. Même pas pour ce marché de PDL 145 territoires, pour toute la vie en tant qu'entrepreneur. Voilà. Ça, c'était très très bien. Si ça peut se faire comme ça, vous allez aider beaucoup de personnes vraiment à s'améliorer. Du reste, le BESECO a félicité les entreprises pour la première étape franchie de préqualification et les encourage à soumissionner pour le reste du processus de la mise en œuvre du PDL 147T. Les travaux de réhabilitation de la route Waya-Waya vont bon train dans la commune de Limete. Accompagné du bourgmestre de la commune de Limete, Douglas Nkoulou, le vice-gouverneur de la ville, est descendu sur place, question de palper du doigt l'évolution des travaux sur le terrain. L'itinérance à Limete, ce n'est pas pour un jour. Nous faisons l'itinérance 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, c'était une inspection sur la poids lourd, sur la main de poids lourd. On l'a faite sous la direction du vice-gouverneur de la ville, qui assume l'intérim du gouverneur qui est absent de la ville du pays. Et nous avons
respecter certains sites. Le site de la commune, comme vous l'avez constaté. Voilà, maintenant nous allons retrouver les tâches administratives. Juste après, ces deux autorités du pays ont pris la direction du marché Waya Waya, déjà en pleine construction à Kingabwa. Comme vous avez vu, nous avons visité le marché Waya Waya. C'est pour voir dans quelle mesure l'aménager et donner l'occasion à nos mamans de ne pas vendre sur la route. A noter que le vice-gouverneur de la ville et les bourgmestres de Limete ont également inspecté d'autres sites de ce coin de la capitale. L'activité consiste à sensibiliser la communauté sur les actes néfastes que pose le jeune Kuluna dans le district de Moamba. La fondation Gabé Kindembe, à travers son président, s'est résolue d'apporter sa contribution afin d'éradiquer ces fléaux. Devant l'assistance, Gabé Kindembe a martelé sur la nécessité d'encadrer ces jeunes dits Kuluna. Le phénomène Kuluna est en train de menacer la paix sociale dans la commune de Matete, à Moamba, et aussi dans la ville de Kinshasa. Nous nous sommes décidés de lever le temps pour que les communs des mortels sachent qu'il y a un fléau dans la ville et que nous aussi nous pouvons mettre la main dans la pâte pour combattre ce phénomène qu'est le Kuluna. La fondation Gabé Kindembe est là pour apporter du sourire aux personnes démunies. Pour le moment, nous avons décidé de focaliser notre attention vers la lutte contre le phénomène Kuluna, parce que parmi nos objectifs, nous disons aussi qu'il faut que la fondation Gabé Kindembe puisse avoir des atouts qui peuvent influencer la paix sociale dans la communauté. Presque tous les quartiers de Moamba souffrent des actes inciviques que commettent les Kuluna, d'où le soutien total de cette initiative. Phénomène Kuluna est aussi là. Pourquoi? C'est parce que les parents mususu bazako kokakwedike bana na bango te à partir ya bana wana makabazo sala nde bazo lesa ba parents na bango. Bana na biso botika boza banoko na biso botika bana basere botika to boy Kuluna. Oya do sala mapa mwana papa koko pegisa mwana na yo. L'État zali l'État, oya leki l'État zali te. Notons qu'en tant qu'ambassadeur de la paix, Gabé Kindembe et sa fondation s'engagent à accompagner les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa vision du peuple d'abord. Déo Bizibou, savez-vous que les Kinois vivent dans une insécurité qui ne dit pas son nom? L'insécurité, il y en a. Comme je disais, l'État, nous sommes en train de ressusciter l'État progressivement. Et nous avons hérité. Mais la situation s'est empirée. Plus que même avant l'arrivée de l'UDPS au pouvoir. Je ne le pense pas. Pas du tout. Vous avez entendu l'opération Likofi ici, dans cette ville ici. Vous avez vu. C'était avant l'arrivée de l'UDPS au pouvoir. Hein. Exact. Mais vous n'avez pas encore entendu pareil. Ça veut dire que c'était pire auparavant qu'aujourd'hui. Regardez comment ces Kouloun, on les a amenés à Kanyamakassia, c'est le travail qu'ils sont en train de faire. Je voudrais dire que pour mettre fin, d'ailleurs, il y a un intervenant qui a dit ça. Pour mettre fin au phénomène Koulouna, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il faut ressusciter l'autorité de l'État. Et quand on dit ressusciter l'autorité, parce que l'État s'était liquéfié complètement. Complètement liquéfié. Écoutez. Et qu'est-ce que vous attendez pour ressusciter l'autorité de l'État? mais nous sommes en train de ressusciter. Ça a pris du temps, plus de 3 ans au pouvoir. Écoutez, ce qu'on a détruit pendant 20 ans, 30 ans, ce n'est pas aujourd'hui que juste en 2 ans qu'on va tout finir. Non, regardez. Aujourd'hui, l'État fait un effort. On revoit la hausse des rémunérations de la fonction publique, de la police, de l'armée, ainsi de suite. On améliore les conditions. Comme j'ai dit, les fossés étaient tellement profonds que ce n'est pas dans un temps record que ça va se réparer. Nous sommes d'accord avec vous. Mais les signaux sont là. Nous sommes d'accord avec vous. Oui. Ce qui a été détruit pendant plus de 10 ans, on ne peut pas le réparer dans 2 ou 3, 4, ou le construire encore dans 3 ou 4 ans. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer à la population congolaise, parce que les peuples congolais se posent la question. Aujourd'hui, on a plusieurs entreprises qui sont entre les mains de ceux qui ont dirigé avec Joseph Kabila Kabange. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours aux affaires. On a des bourgmestres qui continuent à travailler. Et d'ailleurs, la population congolaise déplore
que plusieurs bourgmestres ne sont plus à la hauteur de leurs tâches. Même là aussi, vous êtes incapable de changer. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'UDPS qui n'a pas de tête ou c'est dans l'Union sacrée qu'on ne retrouve pas des personnes qu'il faut? Voilà, madame, je vous disais auparavant que l'UDPS n'a pas la majorité dans l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous savez, le président Félix Antoine Tshisekedi, j'ai eu à réfléchir suffisamment sur la question. Beaucoup d'entre nous, des Congolais, s'il leur était demandé de jouer le même rôle que lui, n'accepteraient même pas. Parce que vous arrivez au pouvoir. N'accepterez pas? N'auraient pas accepté, beaucoup. Ah. Le rôle qu'il joue, c'est-à-dire... On a aujourd'hui Martin Fayulu qui est président élu, donc Tshisekedi peut quand même laisser la place alors à je dis ceci. Je rappelle d'abord, Tshisekedi fait Tshisekedi de Mulumba. Lorsqu'il va aux élections en 2011, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je ne voudrais pas être taxé, être jugé de n'avoir pas porté assistance à un peuple en danger. Félix Antoine Tshisekedi, exactement ce qu'il fait à ce jour. Imaginez-vous, M. Kabila s'organise, M. Kabangé, pour que quelqu'un qui gagne la présidentielle n'ait pas la majorité à l'Assemblée et au Sénat. Ça veut dire, il allait juste un président là, sans pouvoir. Mais c'était ça le cas. C'était ça le cas. Mais c'est ce qu'il avait fait exactement. Je vous disais qu'il était dans la cage, il avait entre guillemets enfermé dans la cage. Pour s'en sortir, pour voir ces gens-là, les généraux et Numbi, qui sont en fuite, pour voir Félix Antoine Tshisekedi est en train de manœuvrer en fait. Regardez, avec nos dirigeants. Vous voulez nous dire que c'est à cause de Kabila que Tshisekedi n'arrive pas à changer, non, par exemple, le système qui les autres. Le système qui a été... Le système. J'arrive d'abord. Madame, écoutez. Avec qui nous dirigeons avec les mêmes personnes qui étaient avec lui. Ça veut dire les personnes qui sont habituées, qui étaient habituées à détourner. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous avez tous les pouvoirs pour changer, exactement. Non? Parlons par exemple de la police à Kinshasa, non, on a toujours les mêmes autorités. Vous n'avez pas donné tous les pouvoirs. Nous n'avons pas eu tous les pouvoirs. Donc Tshisekedi n'est pas en mesure aujourd'hui de changer par exemple les autorités au sein de la police? Il est bientôt là, ça va arriver. Bientôt ça va arriver parce que quand vous êtes dans la coalition... Bientôt? Quand vous êtes dans la coalition... Dans quelques jours, c'est 5 ans. J'arrive, madame. Quand vous êtes dans la coalition, il y a des négociations qui se font au niveau interne. Ce n'est pas un parti qui est au pouvoir seul qui décide, non. Ça se négocie au niveau de... quand vous parlez des entreprises, écoutez, l'UDPS a des partenaires dans l'Union sacrée. Mais ça va vous prendre combien de jours? Parce que là, dans quelques jours, dans quelques années... Madame, c'est incessamment que ça va arriver. Incessamment, ça va arriver. À la fin de votre mandat? Pas à la fin, j'ai dit incessamment. Il vous reste quelques mois seulement, madame, non? Le plus important, c'est les résultats. Et entre-temps, la population souffre et ça vous réjouit. Et vous allez nous parler du peuple d'abord. Madame, je vous ai dit, dommage, vous n'êtes pas en politique. En politique, il est très important. Chaque fois en politique, il y a un principe dont on parle en politique. Négocier la passe. Ça veut dire, par rapport à la situation que vous avez en face de nous, de vous adaptez, vous réajustez les tirs et vous évoluez. Donc je vous ai dit ceci. Je vous ai dit, madame. Vous donnez raison à Joseph Kabila Kabangé, non? En disant quoi? Parce qu'avant, vous pensiez que c'était lui le plus mauvais lorsqu'il n'arrivait pas à offrir au peuple congolais ce qu'il fallait. Madame, c'est presque dans la même situation. Il a détruit. Pour détruire, c'est très facile. Mais pour construire, ça prend du temps. Ça prend du temps pour construire ce qu'ils ont détruit pendant 30 ans. Non, mais au FCC, on dit que c'est vous qui êtes en train de détruire. Comment ça? Oui. On a détruit. Et surtout lorsqu'aujourd'hui on parle d'une vie chère, on estime que c'est l'UDPS qui a encore empiré la situation. Madame, vous êtes en train de détruire. Posons la question. M. Kabila a laissé un policier à combien? Il a laissé tous ces NI dont on parle dans l'enseignement. C'est depuis des décennies qu'ils n'avaient pas été régularisés. Mais nous sommes en train de le faire, madame. Pendant beaucoup d'années, nous avions des NU. Bon, vous aviez dans la fonction publique, dans l'enseignement et consorts, toutes ces situations n'avaient jamais été régularisées. Mais nous sommes en train de les régulariser. On les paye régulièrement. Et nous revoyons à la hausse le salaire. La sécurité. Aujourd'hui, il y a des coins à Kinshasa où les Congolais ne peuvent pas se promener, parfois à 19h, 20h. Le peuple d'abord. Mais je vous ai parlé, madame. Pour ne pas parler des provinces. Parce qu'il y a aussi des provinces où c'est le même cas. Mais, madame, je vous ai parlé des efforts qui sont en cours pour encadrer ces Koulouna.
on a pris des centaines et des milliers qu'on a amenés à Kanyamaka CC. Et les efforts continuent. Plus on va travailler, plus on va y aller. L'encadrement dans la famille, il est très important. Qu'on améliore les conditions sociales et que l'État aussi, parce qu'il faut la coercition. Dit-on, la peur de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il faut des sanctions positives et négatives. On améliore les conditions dans la famille. Et c'est comme ça qu'on y mettra fin. Voilà, madame. Et là, ça sera quand? Le temps. Vous savez, madame, lorsqu'on vous donne un travail, vous n'allez pas dire je le finis en commun. Il faut fournir beaucoup d'efforts, quitte à savoir vous finissez quand. Et ça dépend des efforts qui sont en cours. Mais moi, j'estime que les efforts sont vraiment en cours à la dimension de la destruction dont nous avons donc eu à hériter. Les efforts sont vraiment considérables. Là, à vous entendre parler, vous trouvez quand même des excuses auprès de cette population qui a besoin de solutions. Mais hier, quand c'était le cas avec l'ancien régime, on vous voyait monter au créneau. Vous voyez que gérer, c'est pas du tout facile. Hein? Gérer, c'est... Vous savez, quand on est à l'opposition, vous avez une partie de vérité que vous avez dite. C'est-à-dire, quand vous êtes à l'opposition, ok, il y a certaines choses que vous ne maîtrisez pas. Ah, vous avez compris, c'est là aujourd'hui. Par contre, maintenant, quand vous êtes en train de gérer avec les pesanteurs, et surtout quand c'est lui qui quitte le pouvoir, a l'intention de revenir, il a monté des pièges à gauche, à droite. Là, c'est comme ça que moi j'ai parlé du chef de l'État qui joue un rôle très très important. Quand vous voyez comment il s'en sort, c'est même parfois miraculeusement. Mais il s'en sort, il travaille, on évolue. Miraculeusement. Par rapport à la situation qui lui avait été léguée. Merci beaucoup pour cette sincérité. Voilà. Deo Bizibou, le projet 145 territoires. Un projet sous forme du projet 5 chantiers de l'ancien président de la République. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu prendre seulement les 5 chantiers et puis après continuer avec la mise en œuvre du projet 5 chantiers et vous nous amenez encore peut-être à améliorer le projet 5 chantiers parce que nous sommes dans la continuité de la chose publique. Vous nous amenez notre projet 145 territoires, mais qui dans le fond est dans le même sens, la même logique du projet 5 chantiers de Joseph Kabila Kabange. Non, le 5 chantiers, vous n'avez pas comparé les 145 territoires avec les 5 chantiers. Les 5 chantiers, c'était sur toute l'étendue du territoire. C'est un peu vague. D'ailleurs... Oui, c'était vague, mais c'est ce que je dis. Pourquoi ne pas l'améliorer, mais garder 5 chantiers? Non. Ici, c'est le développement à la base. Ça veut dire que au lieu d'être au niveau macro-vague, nous sommes au niveau de chaque territoire. Et il faut qu'à la fin de ce mandat ici, dans chaque territoire, on remarque qu'est-ce qui a changé en ce qui concerne la proximité. À la fin de ces mandats, déjà 3 ans, vous êtes sûr? Madame, au niveau de chaque territoire, nous quittons les niveaux macro pour le niveau micro. Chaque territoire, nous avons... Vous allez y arriver avant les 5 ans. Absolument. J'ai dit chaque territoire, on devra retenir qu'est-ce qui a été réalisé par territoire en termes d'infrastructure, en termes d'impact sur la population, sur la vie de la population. C'est la différence à ce niveau-là. 5 chantiers, c'était globalement toutes les... Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que par là où on avait lancé les projets 5 chantiers, on n'a jamais terminé. C'est la route qui part de Kissantou, je pense, jusqu'à Kimvou. Mais nous sommes dans la continuité de la chose publique, non? Ou ça gêne parce que c'est Joseph Kabila Kabange qui avait lancé ça. Vous avez comparé. Vous avez comparé 5 chantiers et les projets de 145. Je n'ai pas comparé, mais je dis c'est presque le même. Il fallait peut-être garder les projets 5 chantiers, mais améliorer, intégrer peut-être... Madame, c'est la comparaison exactement dont je parle. Vous avez fait la comparaison, n'est-ce pas? Alors, je voulais dire que nous, dans ce projet de 145 territoires, il y a des réalisations précises qui doivent avoir lieu par territoire, et c'est ce qui est très important. Vous êtes sûr d'y arriver avant la fin du quinquennat? Nous sommes sûrs d'y arriver. Et si ce n'est pas le cas, regardez la garantie. Vous reviendrez sur ces plateaux? Regardez la garantie, madame. C'est que nous travaillons avec des agences crédibles. C'est pas comme à l'époque. Déjà qu'on parle de la création des agences fictives. Non. Et surtout des ONG et autres. Non. Quand on parle des agences des Nations Unies qui sont impliquées. Ah, les agences des Nations Unies impliquées. Qui sont impliquées. Quand vous avez, sont des partenaires ABC, c'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on accède à l'argent des contribuables n'importe comment. Non.
ce sont des organismes très sérieux qui sont impliqués dans... Voilà, vous suiviez tout à l'heure là, dans ce reportage, comment les entreprises qui avaient soumissionné, comment est-ce qu'ils sont encadrés, comment ils doivent avoir l'information. Contrairement à ce qui s'est passé autrefois là-bas, où les marchés s'est passé de gré à gré, ça passe comme... Non, là, nous sommes en train d'aller demander tout à fait... Vous êtes quand même conscient qu'on est en train de créer des structures fictives, non? En tout cas, si vous créez des structures fictives, vous n'y allez pas avec les Nations Unies qui ont des agences tout à fait crédibles, non? Madame, Messieurs, prenons à présent le deuxième dossier de votre magazine Info 7. Nous allons parler de la justice en République démocratique du Congo. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. C'est par ce renouvellement des serments que le nouveau procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe entre de plein pied dans ses fonctions. Dans sa mercuriale, il a longuement été question de l'indépendance des magistrats qui est le gage d'une bonne administration de la justice. Robert Kumbu-Panzou interpelle une fois de plus les magistrats. Une mise en liberté provisoire ne sera accordée avant que l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire n'ait été placé en détention préventive par le juge. La fidélité, la loyauté, le dévouement, la dignité et l'intégrité sont des valeurs auxquelles les magistrats qui ont pour mission de sanctionner le comportement fautif de nos concitoyens prévoient que le magistrat doit témoigner d'un esprit civique par un effort soutenu en vue de s'améliorer en se soumettant à une formation et un perfectionnement permanent. C'est depuis le 30 juillet dernier que le magistrat suprême a signé l'ordonnance nommant Robert Kumbu aux fonctions de procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le droit international notamment nous donne certaines brèches que, en tant qu'ONG ou en tant qu'État congolais, nous pourrons exploiter. Il s'agit par exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui les sanctions. Vous avez vu que les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sont capables d'infliger des sanctions. Et tout récemment, vous avez vu ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine. À l'occasion du passage de M. Blinken, nous avons demandé que le Rwanda soit effectivement sanctionné. Aujourd'hui, nous réitérons que le Rwanda soit sanctionné. Donc en tant qu'ONG, nous nous faisons le devoir de saisir les autorités américaines qui sont au courant d'ailleurs de tout ce qui se passe dans l'Est de la République. Nous les saisissons donc pour que les mécanismes de la loi Magnitsky soient mis en œuvre et que Paul Kagame ou les chefs d'état-major de l'armée rwandaise et d'autres officiers rwandais et même des entreprises rwandaises qui tirent profit de l'exploitation illicite de nos richesses, nous faisons donc un plaidoyer pour que toutes ces personnes soient sanctionnées par les mécanismes américains, par les mécanismes européens et éventuellement aussi par des mécanismes régionaux. Et vous êtes au courant que maintenant il se tient des assises de la SADC dans notre pays. Donc nous saisissons également cette opportunité pour demander à la SADC de prendre une résolution ferme, sincère et honnête condamnant l'agression rwandaise dont la RDC est victime. Quand nous disons que la communauté internationale, ce n'est pas pour dire que nous les attendons surtout, mais nous devons nous-mêmes nous organiser. Nous avons suivi M. Anthony Blinken ici défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Mais n'oublions pas que le roi belge a dit même ici à Kinshasa que la République démocratique du Congo et son peuple ont la responsabilité première de défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Donc, nous devons nous mobiliser en disant, les amis peuvent venir nous soutenir, mais c'est à nous d'abord de travailler pour mobiliser les moyens qui vont nous permettre d'avoir aussi des équipements pour mieux nous défendre. Au cours de ces forums, les professionnels de médias de Kinshasa se sont outillés sur les notions relatives aux droits de l'homme.
Trésor Panda, formateur en genre et médias, explique. C'est dans le cadre de la mission de JDH, qui est celle d'outiller les journalistes à couvrir les questions relatives aux droits de l'homme d'une manière plus efficace. Et nous espérons que les journalistes formés aujourd'hui vont s'engager encore davantage à couvrir de la façon la plus efficace les questions liées aux droits de l'homme. Trésor Panda revient ici pour démontrer en quelques lignes les 5 éléments essentiels de médias de droit selon JDH. Et alors, dans le cadre de notre projet Canada montre la voix des femmes et des filles, nous venons de former les journalistes sur le média des droits et la couverture sensible aux gens. Ce que nous demandons aux journalistes, c'est de s'approprier tout ce qu'on a dit, parce que ça rentre dans le cadre de la philosophie JDH, comment faire le média des droits. C'est juste en respectant les éléments prénels que nous avons donnés, qui consistent à la participation, la responsabilisation, la non-discrimination, l'émancipation et les liens avec les droits de l'homme, mais aussi à intégrer toujours l'approche genre dans la réalisation de leurs reportages. Et en gros, c'est ce qu'on a donné aux journalistes, on a donné des explications à propos. À travers cet atelier, le JDH souhaite voir une amélioration de journalistes dans le traitement des questions liées aux droits de l'homme. Déo Bizibou, votre réaction à chaud par rapport aux propos de la CAJ? Ils ont tout à fait raison, madame. Savez-vous, parce que nous parlons du Congo et des enjeux, je parlais de la politique et le domaine de la sagesse. On ne décide pas pour décider, mais il faut mesurer les conséquences par rapport aux décisions que l'on prend. Madame, savez-vous que le Congo aujourd'hui ne dispose pas de ce qu'on appelle stock stratégique? Ça c'est connu. Dans les produits, les différents produits pétroliers. La loi prévoit depuis très longtemps que la Sonahydrac, qui est la société de l'État, qui doit être présente dans tout ce qui est dans toute entreprise d'hydrocarbures au Congo, en exploration, en amont, en aval, regardez ce qu'on a fait de Sonahydrac. On l'a pratiquement liquidé. Parce qu'on voit vous entendez les gens vous dire qu'il faut aller en guerre contre le Rwanda, déclarer la guerre. Savez-vous que pour que nos troupes, nos fantassins aillent à l'assaut, ils doivent être appuyés par l'artillerie lourde. Il faut du carburant. Ça passe par le Rwanda, par nos pays voisins. Donc si nous fermons ces frontières-là, comme nous n'avons pas de stock stratégique, nous n'avons pas, ceux qui nous ont précédés n'ont pas mis en place un système qui consiste à prendre le carburant, l'envoyer jusqu'à l'Est, c'est tout un problème. Madame. Oui, et lorsque vous avez constaté que ceux qui vous ont précédé n'ont pas mis en place ces dispositions-là, qu'est-ce que vous avez fait? Mais quand nous arrivons exactement, nous trouvons tous ces blocs pétroliers et gaziers qui étaient pris en otage, mis en jachère par Gettler et consorts. Voilà pourquoi c'est que nous... Gettler, il s'est fait de l'argent. C'est que nous venons le faire. Ça n'était pas avec nous, exactement. C'est comme ça que nous venons de racheter tous ces blocs gaziers et pétroliers pour que nous les mettions maintenant, qu'on les exploite effectivement, pour que le Congo dispose de son pétrole, de beaucoup d'argent. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ceux qui veulent, madame, savez-vous que ces pétroliers ici nous font chanter? Oui. Quand vous entendez parler des manques à gagner que l'État doit à ces pétroliers, pourquoi? C'est parce qu'effectivement, nous avons la société, madame, qui devait normalement raffiner le fuel. Mais malheureusement, ça ne s'est fait même pas au Congo. Mais nos prédécesseurs sont arrangés pour liquider tout ça. Et nous sommes en train de faire exactement. Nous voulons que le Congo, comme le dit M. Georges Kapiamba, que le Congo dispose de ses ressources. Mais pourquoi les pétroliers vous font chanter alors? Mais exactement parce que ceux qui nous ont précédés ont liquidé l'État de ce côté-là. On a liquidé Saucir, on a liquidé Sonahydrac. Regardez. C'est pour ça. Exactement, c'est comme ça que le Congo n'a rien en termes d'hydrocarbures aujourd'hui. Donc on a voulu que tout vienne de l'extérieur. Donc notre économie, en tout cas de ce côté-là, c'est extraverti. Donc vous savez que ces pétroliers peuvent décider aujourd'hui. Ils décident comme l'État intervient, certes. Bien entendu, le niveau de corruption aussi dans ce pays avait été un niveau très très élevé.
savez comment ça se passait. Mais avec nous aujourd'hui, quand vous regardez comment les carburants montaient à la pompe chaque fois, avant nous, c'était grave. Non, vous avez réussi à stabiliser la situation. Avec nous, c'est 3 fois seulement qu'il y a. C'est avec le régime de Félix Antoine Tshisekedi qu'on a arrêté tout ça. Ce n'est plus comme auparavant où toutes les 2 semaines on revoyait à la hausse, malgré ce qui se passe dans l'environnement international. Ukraine, la guerre. À un moment, on a vu des queues, tout ça, dans les stations. Mais exactement, nous sommes en train. Quand vous voyez comment ça se passe au Sénégal aujourd'hui, dans d'autres pays aujourd'hui, vous suivez, à l'international. Mais à Kinshasa, ça va quand même encore, il faut le reconnaître. Voilà, exactement. Ce sont les efforts du chef de l'État avec son gouvernement. Exactement. Donc nous fournissons beaucoup d'efforts. Comme je vous dis, en négociant la passe, parce que quand vous n'avez pas, quand nous allons maintenant disposer de notre pétrole, vous allez vous imposer. Mais l'État va intervenir pour réguler les prix. Parce que là, vous êtes sur le marché de la concurrence. Quand l'État va disposer de son propre stock, avec son hydroc, qui doit défendre ses intérêts, en ce moment-là, l'État pourra disposer du carburant à la population à un moindre coût. Nous allons évoluer. Deo Bizibou, membre du parti au pouvoir, cadre, secrétaire général adjoint. Dites-nous aujourd'hui, de toutes ces personnes qui ont été arrêtées pour détournement de fonds, combien restent en prison aujourd'hui? Madame, il y a un élément qui vient de passer là-bas où il est fait état des nouvelles nominations dans la magistrature. Au sein de l'appareil judiciaire, c'est dernièrement. Au sein de la... Exactement. Et Félix Tshisekedi, il a vraiment fait plusieurs nominations dans ce secteur-là. Mais exactement. Est-ce que vous... Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Je vous ai dit que c'est dans l'appareil judiciaire. Pas seulement nous parlons des Hydrocarbures maintenant. Dans l'appareil judiciaire parce que là, nous parlons un peu de la justice. Regardez, madame, regardez les procès qui ont eu lieu là, dans les dossiers des élections de gouverneurs. Le Conseil d'État. Ça a été sujet à controverse. Merci beaucoup, mais répondez quand même à ma question. Combien de personnes aujourd'hui ont arrêté hier? Parce qu'à un moment, on a assisté à une vague d'arrestations de plusieurs personnes, surtout en ce qui concerne le détournement de deniers publics. Combien sont aujourd'hui en prison? Madame, vous aurez me poser la question, combien sont entrés en prison? Heureusement, vous constatez qu'ils sont entrés en prison. Oui, ils sont entrés. J'arrive, madame. Madame, avant nous, avant le régime de Félix Antoine Tshisekedi, avez-vous déjà entendu un DIRCAB en prison? Un ministre en prison? Des ADG en prison? Ça ne s'était jamais fait. C'est sous ces... Oui. Non, on va évoluer. On va évoluer. Allez-y. La première étape, c'est de les mettre en prison. Et là où je voudrais insister... Pas pour le spectacle. Madame, je voudrais insister... Madame, pas pour un spectacle. Nous sommes très heureux que... Vous savez, quand on parle état de droit, ça veut dire qu'il faut laisser chaque institution faire son travail. Et l'homme politique, c'est lui qui réunit effectivement les conditions pour que chacun joue sa partition dans la société. Madame, je vous ai prouvé ici que les procès Kapangala, les procès du défenseur de droits humains, Chebeya et consorts. Oui, c'est bien, la population a applaudi. Mais dites-nous combien aujourd'hui sont en prison? Ils sont d'abord entrés en prison, y compris certains de l'UDPS d'ailleurs. J'arrive, madame. Y compris certains de l'UDPS, n'est-ce pas? Oui, c'était bien. Là, c'est pour parler d'une justice équitable. Pour dire que... Vous ne pas avoir une justice à double vitesse. Chacun doit faire son travail. Et les nominations qui interviennent, effectivement, c'est pour que on voit où est-ce que ça ne marche pas bien et on est en train de corriger progressivement. Ils sont entrés en prison. Combien ils sont aujourd'hui? Pour la plupart, les dossiers... Parce que certains ont été même condamnés. Pour la plupart, les dossiers ne sont pas terminés. Laissons la justice faire son travail. Mais ils sont où? Madame. Ils sont où? Parce qu'en prison, quand ils passent là, on trouve que les Koulouna et ceux qui ne sont pas politiciens, mais tous les politiques du pouvoir, comme de l'opposition, si on peut le dire, qui étaient arrêtés pour détournement de deniers publics. Ils sont où? Madame, nous faisons chacun son travail. Il faut poser la question, cette question-là, au procureur, aux magistrats. Ils sont où? Pourquoi vous avez relâché? Ce n'est pas à nous. Le chef de l'État réunit les conditions pour que chaque institution fasse son travail. Le Parlement fait son travail, les institutions judiciaires font son travail, et ainsi de suite. Et nous, les politiques, chacun fait son travail. Voilà. Et quelle est votre analyse aujourd'hui? Parce que je vois que cette question reste toujours en suspens, de la libération de François Beya. Mais je dois vous dire que
nous sommes en train d'aller d'étape en étape. Nous avons déjà fait l'exception des anciens régimes. Ceux-là, les intouchables sont entrés en prison. L'étape suivante, ils y entreront pour y rester, pour purger la peine. Ah bon? C'est ça l'étape suivante, exactement. François Beya aujourd'hui, selon certaines sources, est déjà évacué pour Paris. Madame, je vous ai dit que laissons la justice faire son travail. Ce n'est pas à moi que vous pourrez cette question-là, pourquoi François Beya est sorti. D'ailleurs, comme presse, vous êtes censé avoir couvert ce procès-là. N'est-ce pas, pour l'intérêt? Peut-on donner aujourd'hui raison à ceux qui pensent que c'est juste un spectacle que vous nous offrez? En tout cas, voir quelqu'un aller en prison, y passer plus d'une année, directeur de cabinet, et qu'on sort tous ceux-là qu'on n'arrêtait pas hier, ce n'est pas un spectacle. Le chef de l'État a ouvert les vannes. Il a ouvert les vannes, plus d'impunité, tout simplement. Ah, la plus justice d'impunité. fait son travail. Bien sûr. Mais parce que vous les avez vus en prison. Il y en a encore qui y sont encore. Mais je vous dis, laissons chaque institution jouer sa partition, madame. L'affaire Kabound. Mais moi, je vous rassure, au nom de l'UDPS, vous verrez les gens entrer en prison et ne plus y sortir. Jean-Marc Kabound à Kabound. Et madame? Le spectacle, c'est pas moi, oui, mais certains observateurs qui parlent d'un spectacle. Comment peut-on justifier cela? Kabound entre en prison et après on dit résidence surveillée. Donc, l'UDPS, vous êtes déterminé à en finir avec lui. Hein? Vous revenez avec, vous revenez sur la même question. Pourquoi est-il entré? Pourquoi est-il sorti? C'est au magistrat de la justice de vous répondre. Mais on vous accuse, vous, d'être derrière. J'arrive. Posez-nous la question pourquoi. Il vous a dit beaucoup de vérités. Hein? Non, il vous a dit. Il a dit beaucoup de choses qui mettent aujourd'hui l'UDPS mal à l'aise. Posez-moi la question sur pourquoi nous l'avons exclu, radié de l'UDPS. Moi, comme UDPS, je vous répondrai. Ah oui. Il y a des très bonnes réponses que vous avez déjà préparées au sein de l'UDPS quand vous rencontrez quelqu'un de l'UDPS sans les mêmes discours. Mais vous ne reconnaissez pas quand même qu'il a dit beaucoup de choses qui sont vraies? Je pense que les choses qu'il a eu à dire qui sont vraies, il a été interpellé, l'affaire était en pleine instruction. Laissons l'instruction. Non, mais vous avez vécu avec Kabound. L'aspect politique. Vous avez vécu avec Kabound. Vous ne reconnaissez pas quand même certaines choses qu'il a dit. Madame, qu'est-ce que M. Jean-Marc Kabound va nous dire, nous, UDPS? Faudrait-il d'abord... Pouvoir de juge-seur. J'avais été... Juge-seur aujourd'hui. Madame, je suis en face de vous. C'est moi qui suis en face de vous qui représente l'UDPS. Oui, voilà pourquoi je dis, non, c'est à vous de préciser hein, et éclairer l'opinion congolaise qui est en train de vous suivre. Regardez. Tous ceux qui nous ont précédés n'ont pas dépassé les budgets de 4 milliards. Nous nous battons les records, nous sommes à 10 milliards. N'est-ce pas? Ceux qui nous ont précédés et qui nous ont laissé 800 millions de réserves donc en devises. Nous avons battu les records. Nous sommes à 4 milliards. Imaginez-vous. Mais qui est jouisseur? Les jouisseurs sont ceux-là qui prenaient l'argent de l'État, qui en usaient comme si c'était leur propre boutique. Mais nous c'est que l'argent est visible. Nos régies financières battent les records. Mais qui est jouisseur qui ne l'est pas? M. Jean-Marc Kabound a menti pratiquement au monde. Mais il fallait me poser la question comme politique. Ce qu'il a dit, il se justifie. Mais moi, je vous dis qu'aucun régime... Écoutez, madame, nous n'avons pas encore atteint tous les objectifs, bien entendu. Qui est ce président de la République dans ce pays qui, alors que la Constitution a été acceptée au référendum, nous sommes en 2006, 2005, 2006, la gratuité est inscrite là-dedans. Personne n'y a pensé. Mais il a fallu que Félix Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir pour y penser. Et Joseph Kabila avait déjà quand même commencé avec s'il vous plaît, les processus, non? S'il vous plaît, les processus, ça s'est arrêté à quel niveau? Le FCC dit, ça a été ça a quand même commencé. Saupoudrage. Madame. Il faut quand même reconnaître les efforts fournis par l'ancien régime. S'il vous plaît, qui a décrété la gratuité de l'enseignement? Tshisekedi n'est que dans la continuité de la chose publique. Absolument pas, absolument pas, absolument pas. Alors, je dis, aujourd'hui, quand le chef de l'État commence à dire la maternité va être gratuite,
il faut que... Ah là encore, voilà. Vous allez encourager les Congolais oui, encourager qui? À donner naissance matin, midi, soir. Maternité gratuite. S'il vous plaît, nous laissons chaque Congolais jouir de sa liberté. Ok. Mais nous, le plus important, c'est que les enfants naissent dans des conditions acceptables. Madame, les jouisseurs, ce n'est pas nous. Ils ont été avant nous. Et moi, je vous dis, nous ne sommes pas battus pendant 37 ans l'opposition pour être des jouisseurs. Là, c'est trahir l'idéologie même des feuilles. Permettez-moi de vous poser cette question avant de prendre un autre dossier. Nous avons quand même vu beaucoup de personnes au sein du parti au pouvoir aujourd'hui, l'UDPS hier, qui se sont très mal comportés et après ils ont été sanctionnés, mais n'ont pas été chassés du parti. Pourquoi vous êtes arrivé là à chasser Kabound, qui a beaucoup contribué aujourd'hui à ce qu'est l'UDPS, jusqu'à contribuer à amener même l'UDPS au pouvoir? Pourquoi vous n'avez pas sanctionné? Madame, et peut-être après les sanctions à l'UDPS ne commencent pas aujourd'hui. Nous avons eu des fondateurs qui ont été chassés de l'UDPS. Nous avons eu des cofondateurs. C'est 37 ans, comme je vous ai dit, de lutte dans l'opposition. Du reste, tout le monde est utile. Nul n'est indispensable. Si je vous dis comment M. Jean-Marc, d'ailleurs, ça a pris beaucoup de temps. Ah. On a beaucoup supporté d'ailleurs. Beaucoup supporté. M. Alors qu'il était le numéro 1 du parti. Écoutez, vous savez, la maison ne prend pas feu du coup. Ça couvre toujours. Moi, j'ai été secrétaire général adjoint. J'ai été secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et des questions animatives, assumant l'intérim du secrétaire général Augustin Kaboué lorsqu'il est parti dans les Bandoulou. Mais madame, je vous informe que j'ai passé 5 jours à chercher mon président pour lui faire un rapport. 5 jours? 5 jours au téléphone. Je n'arrive pas à l'atteindre. Il ne prend pas le téléphone. Je vous en informe. C'est vrai ça? Comment faut-il supporter ça? Madame, c'est pourquoi j'avais conclu dans mon tweet là que, madame, la politique, c'est le domaine de la sagesse. Et c'est pourquoi quand vous remontez de l'époque de Platon, où on a eu, ces savants ont eu à penser l'État, on a dit le politique, c'est l'homme sage. Le soldat, il est là pour garder l'intégrité du territoire. C'est pourquoi un soldat ne doit pas faire de travail en plus de ce qu'il fait. Il est même interdit. Il n'est pas bon que l'homme politique fasse les affaires. Non. Vous voulez faire les affaires. Et si vous voulez avoir l'argent, allez faire les affaires. On ne vient pas chercher l'argent en politique. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui viennent chercher l'argent en politique. Exactement, c'est pourquoi... Et aujourd'hui, si on parle des riches, on voit plus les gens qui sont au pouvoir. C'est pourquoi moi j'ai tendance à parler exactement, contrairement à ce qu'on dit, classe politique. J'ai tendance à parler de la crasse politique, moi. Crasse, parce que, écoutez... Mais on le voit aussi avec vous, non? Les partis au pouvoir, les membres, vos membres. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils avaient quoi? Aujourd'hui, ils ont des... S'il vous plaît. Ils construisent dans tout le sens. S'il vous plaît. Lorsque vous parlez des membres, c'est vague. Vous êtes en face de moi. Ne parlez pas des personnes qui ne sont pas en face de vous. Non, mais vous représentez l'UDPS. Je suis là, je suis UDPS. Oui, on a vu certains qui sont arrivés au pouvoir en tant que ministre, qui n'avaient presque rien. Bien entendu, il y a des fonctions. Ils se sont fait de l'argent. Il y a des fonctions où l'État donne quelques avantages. Et quand nous disons, quand nous commençons à mettre les gens en prison exactement, que la justice soit allée pour amener les gens en prison, pourquoi? C'est pour effectivement pour que... Et je vous ai reconnu, et je vous ai dit, que ceux qui sont partis, ceux qui ont été enfermés en prison, il y avait aussi certains fils du parti. Mais aujourd'hui, on continue à parler, on cite beaucoup de noms dans le détournement. S'il vous plaît, non? laissons la justice faire son travail. Entre-temps, vous êtes en face de moi, madame. Merci. Madame, monsieur, prenons à présent ce dossier, situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. On en parle dans ce 3e dossier de votre magazine. L'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement est venue dans le Congo central dans le cadre de la campagne de croisade sur l'armement patriotique et politique. Dans ce coin de la République démocratique du Congo, Laurent Batumona était en meeting, comme nous démontrent ces images. Ils sont militantes et militants, cadres du parti AMC, venus de différents coins, de Banzangongo et de Luozi, répondre à l'appel de leur autorité morale, Laurent Batumona. À son arrivée, le président du MC a eu droit à un accueil chaleureux. Prenant la parole, l'homme du jour va donner les raisons de sa présence dans cette partie du pays.
pour expliquer la population, pas si on est à l'Est. Voilà, Botomana, le lancé Tidero, Azaga, la tête à Mansassi. Toto, moyen Sida, et Zaragate, plus de 28 ans. Tout en soutenant les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la restauration de la paix dans la partie est de la RDC, Laurent Batumona va appeler la jeunesse de cette partie de la RDC à servir sous le drapeau. Pour s'envoler la force armée pour te soutenir le commandant suprême, pour soutenir la fantastique et s'agissant des prochaines élections en République démocratique du Congo, Laurent Batumona rassure que il faudra que dans la MSC, la cadre MSC, si on fait sa carte d'identité, avant de s'en aller, le président du MC, Laurent Batumona, va appeler les participants à ce meeting à donner un second mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors des élections prévues en 2023. En séjour à Moscou dans le cadre de la conférence sur la sécurité internationale, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a saisi cette occasion pour visiter le salon d'exposition des armements et matériels militaires de fabrication russe. Dans ces sites, le docteur Gilbert Kabanda a parcouru stand après stand de par son intérêt à chercher de moderniser l'armée congolaise. Du reste, un des challenges majeurs de son plan d'action en conformité avec la mise en œuvre de la loi de programmation militaire promulguée récemment par le chef de l'État, commandant suprême de FARDC. Étant que militaire général à la retraite, ayant une parfaite connaissance des différents types d'équipements militaires, le ministre de la Défense nationale n'a rien laissé au hasard. Ici est de signaler que la préoccupation du patron de la Défense nationale est notamment celle de pouvoir doter l'armée congolaise des matériels et équipements modernes de dernier cri. Ainsi, la Russie, l'une des grandes puissances militaires, offre justement ces opportunités. Ici, dans ce salon d'exposition, le docteur Gilbert Kabanda a tout vu, des armes d'assaut ou des feux, véhicules blindés en passant par des bateaux de guerre, transport des troupes jusqu'aux hélicoptères des différentes missions spécifiques. Le numéro 1 de la Défense nationale a terminé cette visite riche en enseignements sous une note de satisfaction. Nous nous sommes retrouvés entre le caucus de Maindombe et le caucus du Kwango avec le bureau de l'Assemblée nationale. C'est à la suite des drames, des incidents malheureux qui se déroulent à Kwamut. Les peuples Teke et Yaka ont vécu toujours ensemble depuis des siècles. Il est malheureux aujourd'hui de constater que les gens sont en train de s'entretuer. Nous demandons à la population de garder le calme, de laisser la violence et de vivre en paix. Nous enverrons une délégation des honorables députés qui se rendra sur place. Et le président de chaque caucus et les lits de Kwamut vont s'adresser à la population de Kwamut et de l'ensemble de Maindombe, parce qu'à Yumbi, il y a également des problèmes. Mesdames et messieurs, nous parlons de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Deo Bizibou, vous êtes au courant que l'armée burundaise est déjà dans l'est du pays? Tout à fait, je suis au courant, oui. Est-ce que vous pensez qu'en faisant appel à l'armée burundaise, la paix sera restaurée dans ce coin?
c'est une étape, mais je dois vous dire que, vous savez, le chef de l'État était avec ses homologues au Kenya, il a de cela un mois. Il y a eu même la tripartite aussi. Exactement. Et il s'était entendu qu'ils allaient déployer une force. Et cette force-là, c'est elle qui est en train d'être déployée maintenant. Et dans cette force, il y a des Burundais exactement. Donc ça fait partie des accords, l'entente des chefs d'État pour affronter les différents mouvements qui sèment l'insécurité dans l'est du pays. Donc je suis informé que les Burundais sont déjà là. Le prix Nobel parle d'une humiliation pour la RDC. Je vous disais que la guerre était prévue, s'est déclenchée 6 mois après l'accession du chef de l'État au pouvoir. Le chef de l'État Et comment vous avez eu ces informations? Effectivement, nous sommes informés, nous sommes renseignés. C'est ça effectivement gérer. Lorsque vous gérez, vous êtes informé de tout ce qui se passe. Vous êtes qui? Vous n'êtes que secrétaire général adjoint d'un parti. Madame, un parti politique fonctionne aussi comme l'État. Voilà pourquoi dans chaque parti politique, il y a ce qu'on appelle le gouvernement à l'ombre. Ah, le gouvernement à l'ombre, c'est vous? Et je vous informe que moi, je dirige la commission de l'UDPS chargée de défense et sécurité. Donc nous avons les informations que nous avons, que nous examinons. Nous sommes informés. C'est un parti politique. Un parti politique n'accède pas au pouvoir sans avoir une idée. Non. C'est ce qu'on doit faire. Donc nous sommes renseignés. Donc les Burundais sont déjà là, ça fait partie. Alors lorsqu'ils parlent d'une humiliation, absolument pas. Au contraire, vous savez qu'il y a des mouvements qui combattent ces différents gouvernements voisins à partir du territoire congolais. Vous savez qu'il y a des mouvements rebelles burundais qui sont ici au Congo, vers Uvira, les hauts plateaux et consorts, pour dire que le Burundi aussi a besoin, ça peut aussi dépendre de l'élimination de ces forces négatives qui sont ici. Qui sont dans la partie est de la RDC. Et vous savez, dans les relations internationales, il y a un principe très important. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Pour autant qu'il y a des forces qui combattent le gouvernement burundais à partir du territoire congolais, je vous ai dit que nous sommes en train de restaurer l'État congolais, qui s'est déjà liquéfié. Et dans ce processus, il faut neutraliser ces forces ici. Alors, lorsqu'il dit qu'il y a humiliation, non. Le gouvernement burundais aussi a intérêt, ici chez nous, à pouvoir contenir, à éradiquer ces mouvements qui sont contre lui là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons des mois sont passés. Nous avons un intérêt commun. Bunagana a toujours entre les mains du M23. Est-ce que c'est ici? Alors que le gouvernement déploie beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'aides, il y a... Qu'est-ce qui explique cela? Madame, nous avons déjà eu la victoire politique sur le plan de la scène politique. Elle n'est pas encore très éclatante. Ah. Je vous parlais de la mise en place d'union sacrée après le FCC cache, des tristes mémoires. Nous n'avons pas encore la victoire totale. Nous ne dirons pas aussi demain qu'il y a union sacrée de tristes mémoires. S'il vous plaît, ça c'est une victoire d'étape aussi, tactiquement. L'union sacrée c'est une victoire d'étape. Mais en fait, la victoire définitive, c'est lorsque vous et la population va me demander des comptes au nom de l'UDPS. Monsieur, vous êtes seul au pouvoir, seul aux commandes. Eh bien, cette fois-ci, quels sont les résultats? C'est ça notre victoire définitive que nous attendons. Et cela, madame, je vous prendrai à témoin en ce moment-là. Je voudrais que je revienne sur ce plateau ici quand nous serons seuls. Au pouvoir. Sans dire qu'il y a quelqu'un qui nous conditionne là à côté. Madame, je disais que regardez ce qui s'était passé à l'époque des anciens régimes. Les villes tombaient une à une comme des petits champignons. Et là, c'est la toute première fois que l'ennemi est nommé, identifié par un chef de l'État qui est là. Vous savez, parce que je vous disais que cette guerre était prévue, commencer 6 mois après l'installation au pouvoir du chef de l'État. On a parlé du président Félix-Antoine Tshisekedi comme étant pantin, comme il a même appelé Kagame, mon frère. Les gens n'avaient pas compris. C'était pourquoi? Que c'est juste une façon de retarder les choses. Ah bon? Absolument. Ah bon? C'est pourquoi il nécessite de dire que c'est mon frère. Et nous sommes en train d'y aller. Mais cette guerre a été retardée. Cette guerre, parce qu'en fait, un voleur, il est un voleur. Depuis que l'UDPS est arrivé au pouvoir, on nous a dit que
l'armée était infiltrée. Voilà pourquoi on n'arrivait pas à restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais curieusement, on peut croire l'armée congolaise a été infiltrée. Mais jusqu'à ces jours, dites-nous combien de Rwandais ont été identifiés dans l'armée congolaise. Les Congolais veulent bien connaître combien. Madame, vous avez d'abord appris qu'il y a eu une ordonnance chef de l'État qui radiait des officiers de l'armée. Vous avez été informé. Oui. Il y a des officiers qui ont été radiés de l'armée. Mais aussi tactiquement, je voudrais vous informer, madame, que cette même armée ici, quand l'ancien régime part, il avait suffisamment préparé le terrain. Pour avoir la même mise? Mais qui? Vous savez, vous ne formez pas une armée en une année. Pour avoir un officier de l'armée, il vous faut même 4 ans, 7 ans. Pour avoir... Donc, c'est-à-dire, Félix-Antoine Tshisekedi, comme je vous ai dit, il manœuvre en fait. Il est en train de manœuvrer. Ce sont les mêmes officiers militaires qu'il a trouvés avec lesquels il est en train de travailler. Il est en train de... Mais bien entendu, il va arriver un moment où il faudra assainir complètement la chaîne de commandement. Mais c'est quand? Mais madame... C'est quand? Qu'est-ce qui manque? Il n'y a pas d'hommes? Ils sont quand même là. On ne dévoile pas la stratégie, madame. Mais je fais observer que les villes ne tombent plus une à une. J'ai dit, sous l'ancien régime, Goma a tombé depuis très longtemps. Depuis un temps, le prix Nobel ne cesse de faire entendre sa voix. Surtout en ce qui concerne la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui le prix Nobel est un élément gênant pour le pouvoir en place? À tel point qu'on a même vu les 2 conférences prévues à Kisangani être annulées un bon matin. Madame, nous nous sommes battus dans ce pays pour la liberté d'expression. Je vous ai dit que dans cette lutte... Mais on dirait que ce n'est pas le cas dans les faits. Madame, que le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, s'exprime, c'est notre victoire. Je ne vois pas une décision qui a porté annulation de ces activités. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Une décision qui arrive au lendemain de son tweet. Dr Mukwege est venu se produire à l'université de Kinshasa. Kisangani, au mois d'août ici, il avait 2 rendez-vous à Kisangani. S'il vous plaît. Et on annule au lendemain, à tel point qu'on annonce même des menaces à l'endroit des organisateurs. Qui a annulé? Le pouvoir en place. On vous accuse d'être derrière cette décision. Certains observateurs. Quelle est la décision qui a été prise et par qui? Où est les documents? J'ai lu un document du recteur de l'université. Ah, vous avez quand même lu ce document? J'ai lu un document du recteur, parce que on se renseigne, on s'informe. Mais aussi, n'oubliez pas, madame, je suis originaire de Bukavu. Je suis natif. Ah, bon, vous êtes mieux placé je suis natif de nous dire ce qui se passe. Tous mes enfants, et l'université ne sera pas à mesure d'assurer la sécurité. Madame, à part un enfant, j'en ai 5, à part un, tous mes enfants sont nés à l'hôpital de Panzi. Et c'est l'hôpital où j'étais soigné quand j'étais à Bukavu avant de venir à Kinshasa. Donc je connais bien la situation. Mais expliquez-nous comment cette décision ne vient qu'au lendemain de... Madame, ce n'est pas... Il faut poser la question au recteur de l'université de Kinshasa, plutôt de Kisangani, qui a estimé que les conditions n'étaient pas... Parce que, vous savez, dans les universités, nous connaissons comment l'ancien régime opérait. Hein. Madame, on a l'impression que ce sont les systèmes et les mêmes pratiques qui reviennent. Madame, je vous dis, au nom de l'UDPS, ça ne passe pas chez nous comme ça. Y compris parmi nous. Dites la vérité à la population qui est en train de vous suivre. Montrez-moi une décision prise par l'autorité étatique qui a interdit ça. Mais vous pouvez aussi passer par l'autorité de l'université, non? Vous en avez la preuve, madame? Il n'y en a pas. Je dis, vous pouvez aussi. Je vous dis, ce sont des méthodes que nous avons combattues et que nous combattons jusqu'à ce jour. Rapprochement Russie et RDC, qu'est-ce qui se cache derrière? Rapprochement, à ma connaissance, à tel point que même le ministre de la Défense nationale s'est déplacé, et avant le déplacement, nous avons vu une délégation de la Russie qui était même reçue par le haut représentant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Entre le Congo et la Russie, nous avons des relations diplomatiques depuis très très longtemps. La Russie a son ambassade ici, il n'y a pas de souci. Mais les échanges entre deux pays, c'est tout à fait normal, madame. Ce n'est pas un rapprochement parce que nous n'avons jamais été... Non, mais ça devient un peu très serré. Et la Russie avait même s'était montrée disponible à accompagner la RDC en ce qui concerne la restauration de la paix
dans l'est du pays, mais la RDC était réticente. Vous ne pensez pas que la RDC devra donc accepter l'aide de la Russie? D'abord, je constate qu'il n'y a jamais eu une tension entre nous, entre le Congo et la Russie. Il y a toujours eu de bonnes relations diplomatiques entre nous et donc la Russie. Le rapprochement, je ne vois pas. Quand on dit rapprochement, ça devient de très très serré en fait. On n'a pas parlé de tension, mais on c'est la collaboration. Ce sont des collaborations. C'est la collaboration tout à fait normale entre les deux États. Bien entendu, ça, au moment où il y a des problèmes à l'Est, les gens interprètent. Mais c'est une collaboration tout à fait normale. Mais pourquoi la RDC ne veut pas prendre la main de la Russie? Mais je vous ai dit que la collaboration existe depuis très très longtemps. Non, la Russie avait démontré visiblement ses intentions d'accompagner la RDC pour la restauration de la paix. Mais la RDC tarde à accepter cette main. Il y a beaucoup de pays qui accompagnent la RDC. Madame. Nous parlons de la Russie. Mais exactement, c'est ça la coopération bilatérale et La multilatérale. RDC ne s'est pas encore prononcée. Pourquoi? Mais, madame, je parle des relations normales. Collaboration normale. Il n'y a pas de souci. C'est une question que j'ai toujours posée à plusieurs personnes qui sont passées sur ce plateau. Nous allons prendre le dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Mais cette question, jusqu'où la RDC doit-elle partir avec la diplomatie pour la paix? Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui estiment que non, la RDC doit juste déclencher et puis... Oui. Mais madame, je voudrais vous dire d'abord que la vraie solution ne viendra pas de l'extérieur. Viendra des RDC. La solution. C'est nous qui avons la solution à travers notre armée, qui doit être... Et pourquoi on appelle toujours la communauté internationale? S'il vous plaît, le temps qu'on va mettre à nous réorganiser comme il se doit, à pouvoir éventer la chaîne de commandement. Vous savez, la guerre, elle ne se gagne pas. Vous pouvez avoir toutes les armes du monde, mais si vous n'avez pas les renseignements, vous perdez la guerre. Les renseignements sont les oreilles. Ce que sont les oreilles, les yeux chez l'homme, c'est ça l'enseignement aussi dans l'armée. Vous avez dit la solution viendra de la RDC, mais pourquoi on entend toujours dans plusieurs discours, on appelle la communauté internationale, on appelle la communauté internationale. Je vous ai dit, les efforts sont en cours. De 2018 à ce jour, Félix Antoine Tshisekedi a accru les dépenses de l'armée de 112%. L'armée n'avait jamais eu tous ces moyens depuis longtemps. Maintenant que les moyens sont là, pour la toute première fois de l'histoire, madame, nous avons une loi de programmation militaire dans ce pays. Et quelle leçon tirez-vous de la situation de l'Est? C'est que nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir et surtout, nous savons que notre ennemi, le Rwanda, il est là, il est connu. Nous avons 9 pays qui nous entourent et ça vient toujours de là. Je veux dire que nous sommes comme une famille dont un voisin envoie les enfants chez vous. Il faut être en mesure de corriger ces enfants. Troisième fois, quand les parents vont les envoyer, ils ne vont plus revenir. Et là, nous sommes en train de préparer tout ça. Et c'est comme ça que les chefs d'État mettent les moyens, ils mettent la logistique et les stratégies sont en cours. On va y arriver à coup sûr. Nous serons respecter ce Congo ici. Parce que vous savez, parmi les notions... En un mot, on doit prendre le dernier dossier. Parmi les notions de puissance exactement, vous avez la superficie. Vous avez la puissance militaire. Si vous n'avez pas la puissance militaire, la diplomatie n'y sera pas. Madame, Messieurs, prenons à présent le dernier dossier de votre magazine Info 7. Ce 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC est placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agro-industrie, de l'enrichissement des minéraux et des chaînes de valeur régionales pour une croissance économique résiliente ». Plusieurs chefs d'État membres de la SADC ont fait le déplacement pour prendre part à ces assises qui se tiennent au Palais du Peuple dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il s'agit entre autres de Samia Suluhu de la Tanzanie, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Lazarus Chakwera du Malawi et président sortant de la SADC. C'est en présence de plusieurs présidents et chefs du gouvernement des pays membres de la SADC que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris le bâton de commandement de la SADC pour l'exercice 2022-2023. Dans son allocution, le nouveau président de la SADC est revenu sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais
Au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République unie de Tanzanie, dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. Félix Tshisekedi succède ainsi au président du Malawi à la tête de cette organisation régionale. Notons par ailleurs que cette cérémonie riche en couleurs a connu la participation des membres du gouvernement Sama Lukonde et de quelques autorités politico-administratives de la République démocratique du Congo. La RDC qui a pris ses fonctions au travers de son président donne quand même un ton positif sur le plan diplomatique parce que la SADC est une organisation à la fois stratégique pour la sous-région, mais aussi une organisation qui donne assez d'ouverture à la RDC. Donc nous pouvons être satisfaits de ce rôle que pourrait jouer la RDC, surtout à un moment crucial. Donc ça c'est la première observation que nous donnons. La deuxième observation, c'est que cela arrive à un moment où la RDC est confrontée par la situation sécuritaire. Nous avons suivi les chefs de l'État citer expressément le Rwanda dans son discours pour déplorer et dénoncer en même temps l'agression rwandaise sur la RDC. Et troisièmement, nous approchons également au processus électoral. Donc la RDC aura un rôle stratégique de jouer un leadership d'exemplarité parce que beaucoup de pays de la sous-région de la SADC prêchent quand même par un exemple de stabilité, de respect des normes démocratiques, de l'état de droit. Donc c'est à la fois un défi pour nous, un challenge important pour que nous relevions ces défis. Aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent pour décrier le social, particulièrement les paniers de la ménagère en République démocratique du Congo. Et quels bénéfices la RDC peut-elle tirer de ces nouvelles fonctions? Ça dépendra des trois choses. La première des choses, de la stabilité macroéconomique interne de notre pays, donc ce qui va nous exiger d'avoir une bonne politique interne. La deuxième chose, ça dépendra du type de diplomatie que nous allons mener. Qu'est-ce que nous allons apporter parce que nous sommes dans les rendez-vous du donner et du recevoir. Il ne faut pas seulement attendre des autres, mais savoir comment négocier par rapport à ce que nous pouvons apporter. Mais la troisième des choses, ça dépendra de la stabilité politique et sécuritaire du pays. Donc nous pouvons espérer une rentabilité qu'en fonction de ces trois conditionnalités, comme je viens de les énumérer. Le président de la République devrait se montrer beaucoup plus ouvert dans un leadership de conciliation, des rassembleurs, un leadership d'exemplarité. Soki boloko soki maloko ekotonda na bato ya milinga ndenge wana ekotonda ya pas de olingo la politique yeba ndenge basaka politique. Critiquer régime naza na problème ata moko te. Singa ndenge tozosala mosala loba ndenge olingi mekokosa te. Soko bandi okosa ke ono obimisa président kaza moyibi. Mais eza likambo monene. Eza likambo monene. Alors wana faudra justifier lakisa ba juge likambo wana. C'est ça le magasin. Vous manipulez maman bozo ano ya kombo ya Nyakeru ezalaka na Congo te mais yo ngo boma ngo kabola ba congolais. Qui a dit que kombo ya Nyakeru ezalaka na congolais? Bandeko wana nazo comprendre bango. Nazo comprendre bango bazo yekola na opposition. Biso que ça la opposition a plus d'une trentaine d'années. Et puis l'opposition a dit que ça a pété boété et il y a les lots. L'opposition a dit que ça a ya Kota Okemba. Alors, ceux qui va prôner de l'opposition, ça l'opposition n'a pas mot, toujours respecter. Voilà
batata bamama bandeko na ngai mwa makambo nazaki nango ya koloba na bino na moya lelo. Encore une fois vraiment naza nesengo mingi ya kokuta na bino boza kopesanga vraiment honneur. Le propos du président de la République, Félix Tshisekedi, devant la communauté congolaise au Tchad, ont suscité donc beaucoup de réactions des Obizibou. Comment est-ce que vous comprenez ces propos du chef de l'État, surtout lorsqu'il dit que Maloko Kotonda? Madame, d'abord le chef de l'État a pris fait cet exercice-là partout où il va à travers le monde. Il rencontre chaque fois ses frères et sœurs, ses compatriotes. Mais là, il était plus en train de répondre à certaines personnes. Il échange avec eux comme en famille, entre bandeko. J'en profite pour dire qu'il y a des choses qui par moment nous entendons parler. Lesquelles par exemple? Voilà pourquoi il faut avoir une culture suffisamment. Vous savez, le Congo c'est une mosaïque. 450 tribus. Je vous ai dit, moi, je suis natif de Bukavu. Je suis Mouchi de Kabaré. Quand on dit Nyakeru n'existe pas au Congo, dans ma langue maternelle, dans ma langue maternelle, le machi, Nyakeru c'est dit de cette vache-là, laitière toute blanche, Nyakeru. Là, vous ne parlez pas juste parce que vous êtes du pouvoir. Je suis. Si on y va, on va. Allez-y vérifier. Okay. J'ai grandi là, je parle le machi. Ma langue c'est le machi. Et au niveau national, je parle 3 langues. Kikongo, Lingala et le Swahili. Ça veut dire qu'il faut vous promener à travers le Congo. Un peu de Kyome parce que mon épouse est Mouyombe. Il faut se promener à travers le Congo pour savoir les différentes langues. Ok, Maloko et Kotonda. S'il vous plaît. Madame, je suis partisan des méthodes de l'application de la loi dans toute sa rigueur. Je vous ai dit, madame, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La Bible nous le dit. Vous savez pourquoi il y a maintenant le monde et ce qu'il est devenu aujourd'hui? Et pourquoi? C'est parce que depuis que Jésus-Christ est venu et qu'il a dit, je vous lave par mon sang. Les gens ils vont maintenant, ils savent que je vais y aller, je vais demander pardon. Mais lorsque Dieu, lorsque Dieu punissait directement, les gens commettent des péchés parce qu'ils savent que le sang de Jésus m'a purifié. Mais lorsque Dieu frappait dans l'ancien temps, tu commets un péché, tu es frappé. Les gens ne sentaient pas comme aujourd'hui, ils avaient très très peur. Il faut que la justice fasse son travail. J'ai toujours été pour que, vous savez, même quand on parle de l'état des droits, l'état des droits, effectivement, c'est la dictature des lois. Parce que la loi s'impose à tous. Est-ce que vous soutenez les observateurs qui estiment que pour transformer l'homme congolais, pour booster vraiment le développement et surtout en ce qui concerne le changement de mentalité, il faudrait une république démocratique du Congo avec une dose de dictature? Madame, nous devons être en mesure... D'abord, je vous ai parlé de la dictature aussi. La forme positive, c'est la loi qui s'impose à tout le monde. Et on dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça la dictature aussi positive. Ça veut dire quoi? Lorsque les gens sont sanctionnés, parce que nous avons les lois qui répriment les infractions, mais qui n'étaient plus appliquées. Il faut qu'on soit en mesure de les appliquer exactement. Et c'est le cas. Maintenant, quand vous disiez, madame, ici, au même moment, vous dites, les chefs de l'État disent, ceux qui Maloko et Kotonda. Mais entre-temps, vous me disiez ici, mais les gens sont sortis des prisons, n'est-ce pas? Mais effectivement, laissons chacun faire son travail, laissons la justice faire son travail, laissons les procureurs rechercher les infractions et amener les gens devant les juges et que les juges apprécient. Mais moi, je suis partisan vraiment de l'application de la loi. Je ne suis jamais partisan dans le CALI où les gens se comportent n'importe comment. L'impunité, ça passe pas chez moi. En disant que Maloko Kotonda, comprenez par là, les prisons vont se remplir, certaines personnes, notamment au sein de la Mouka, on accuse le président de la République à vouloir museler l'opposition. Première madame, messieurs, nous avons des parlementaires de l'UDP qui sont en prison. Monsieur alias Jules Mouniéré. Il est déjà sorti. Est-ce qu'on n'a pas arrêté tout ça? Bon, ok.
Il est sorti. Je vous ai parlé ici. Vous voulez juste tromper la population et puis vous arrêtez les gens un mois après, 2 mois, et puis les personnes sortent. La répression, je vous ai dit la question de savoir pourquoi il est sorti. Liberté provisoire. Pourquoi il est entré. Pourquoi cette question, il faut la poser au juge. Nous, comme politique, le chef de l'État, comme politique, réunit les conditions pour... État de droit. Madame, dans l'ancien régime, ce juge était où? Il n'existait pas. Il vient d'être nommé maintenant. Ils ont toujours existé. Mais l'ancien régime n'avait pas réuni les conditions pour qu'ils soient en train d'agir. Maintenant, le chef de l'État a réuni les conditions pour qu'ils soient en train d'agir. Et je vous ai dit, madame, ça c'est la première étape. Les gens entrent en prison. On constate, donc vous êtes en train de préparer la deuxième étape. On constate qu'ils ne traînent pas. Ah bon, pourquoi ils ne traînent pas? Ah bon. La deuxième étape, c'est que plus on va évoluer, plus vous allez voir les gens. Et moi, je vous ai dit, madame, je vous ai dit que nous sommes très heureux que ce soit les gens de tous bords. Vous avez vu un ancien ministre de PCT entrer en prison. Et l'affaire continue. Liberté provisoire. S'il vous plaît. Nous connaissons comment ça finit avec les libertés provisoires. On a Chibala aujourd'hui. En liberté provisoire, mais il était quand même Premier ministre de la RDC. Madame, il était, il ne l'est plus. Oui, mais liberté provisoire, là, c'est une liberté définitive. Madame, je vous ai dit que ces juges qui sont là n'avaient pas, on ne leur avait pas laissé. Et lui aussi restera comme ça en liberté provisoire et puis c'est fini. Je ne crois pas comme les autres. Je ne pense pas que sous ce régime ici, et je vous préviens d'ailleurs, nous avons 36 députés, UDPS, à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais en 2023, ça sera plus. Et moi, je rêve les jours où... Je vous ai fixé rendez-vous, madame. Je voudrais que je vous vois que vous m'invitiez lorsque l'UDPS à la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, qu'on débatte encore. On ne parlait pas de quelque chose. Félix Tshisekedi aujourd'hui, président en exercice de la SADC. En quoi c'est bénéfique pour la RDC? D'abord, je constate que sous Félix Antoine Tshisekedi, le pays est devenu fréquentable sur le plan diplomatique. Autrefois, ça ne se passait pas. Autrefois, nous étions suspendus des organisations internationales. Parfois, on n'avait même plus droit au vote. Mais nous constatons que depuis que Félix Antoine, il a été président de l'Union africaine. Président, ça ne fait que continuer. Mais là où il a assuré la présidence, on parle d'un mandat avec échec. Nous sommes... Échec avec grande distinction. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous ne parlons pas de ça, mais je constate que après là, c'est ailleurs. Oui, c'est ce qu'on dit. Si ailleurs il a fait, selon certains, surtout plus l'opposition. Oui. Si ailleurs il a fait échec avec grande distinction, madame, comment est-ce qu'on... Vous savez, quand vous parlez... Qu'est-ce qu'on attend? Quand vous parlez de l'opposition, c'est comme exactement votre rival qui est à côté, qui ne verra que du noir chez vous. Ah, vous pensez... Qui verra que du noir exactement. Eux, ils ne voient que le noir. Mais madame, je constate que Félix Antoine Tshisekedi est en train de succéder, est en train de voler d'une organisation à l'autre. Il assume ses responsabilités. Et ses collègues présidents sont avec lui. Et j'ai été très heureux. Regardez, en ce qui concerne les sommets qui viennent d'avoir lieu, que le président zimbabwéen, par exemple, qui soit prononcé ouvertement pour dire que notre communauté doit porter assistance au Congo, qui est agressé. Sur le plan diplomatique, ce sont des grandes avancées. Je pense que les choses vont aller de telle sorte que... Et quand vous avez suivi... Est-ce que le social des Congolais... Comment est-ce que ces postes-là ou ces nouvelles fonctions vont se faire sentir? D'abord, si vous avez suivi le thème, on met le cap sur l'industrialisation et on met le cap sur la transformation des matières que nous avons ici. D'abord, le Congo, nous avons déjà commencé. Vous savez que le chef de l'État a initié la transformation de notre cuivre localement. La fabrication des batteries électriques localement, le processus est en cours. Et cela a de l'impact sur le social des Congolais exactement. Quand nous allons avoir ces produits-là manufacturés, nous allons plutôt exporter. L'argent entrera. Nous allons créer une main-d'œuvre au Congo. Ça va plus impacter le social des Congolais. Exactement. Comme lui il est déjà en train de faire ce travail-là déjà, avant même que le sommet n'arrive pour consacrer cela. Donc avec le sommet, ça sera seulement la concrétisation. Nous sommes sur la bonne. Nous sommes sur la bonne. Ça veut dire quoi? Ces efforts que lui fournit, à ces efforts vont s'ajouter les efforts de ses collègues présidents et de la SADC. Oui, comment trouvez-vous cette interpellation de l'Église du Christ au Congo qui demande au président de la République, Félix Tshisekedi, président de la SADC, d'avoir un leadership bien sûr rassembleur et d'exemplarité?
C'est qu'ils ont constaté quelque chose. S'il vous plaît, je ne sais pas si on a déjà eu un président rassembleur comme celui que nous avons aujourd'hui. Ah, tu sais qu'il dit plus que rassembleur? Je le trouve plus rassembleur. Regardez, d'abord sur le plan humain, vous savez qu'il y a des choses qui sont passées dans ce pays qu'on n'avait jamais eu dans le régime précédent. Il est proche de sa population, il reçoit, et je pense qu'il est rassembleur, c'est plutôt. Mais il y a aussi des personnes qui se plaignent aujourd'hui que depuis qu'ils ont demandé une audience, ils n'ont jamais. Ils reçoivent qui alors? En tout cas, je ne suis pas informé de ça. Très probablement, ces personnes là-bas, ils auraient dû s'orienter vers le cabinet pour chercher à savoir ce qu'il en est exactement. Mais à ma connaissance, le chef de l'État, il est ouvert, il reçoit, il est rassembleur. C'est pratiquement fini pour notre rendez-vous de la semaine. Deo Bizibou, vous êtes cadre de l'Union sacrée de la Nation. Vos relations aujourd'hui avec Ensemble pour la République de Moïse Katumbi? Les relations, nous sommes là. Dans Ensemble? On travaille. Moïse Katumbi travaille avec vous? Écoutez, je constate que nous sommes dans le même gouvernement. Je constate. En tout cas, Ensemble n'a jamais dit qu'il retirait ses membres du gouvernement. Mais ces positions, parfois, ces sorties médiatiques, ça ne vous inquiète pas? S'il vous plaît. Ça ne vous interpelle pas? Vous avez déjà vu un document officiel d'Ensemble, où Ensemble décide, voici, je retire mes ministres. Mais ces positions? Je constate la liberté d'expression, je constate que nous sommes dans le même gouvernement. Nous travaillons ensemble avec le MLC. Nous sommes en train de cheminer. Lors de la déclaration de l'Union sacrée de la Nation en rapport avec la situation sécuritaire, on a vu tous les membres de l'Union sacrée, sauf le parti de l'UNC, sauf Ensemble pour la République. Qu'est-ce que vous cachez à la population? Madame, n'y a-t-il pas moyen de poser ces questions à leurs responsables? C'est vous, la tête de l'Union sacrée. C'est vous les fins limiers, exactement. La tête de l'Union sacrée, c'est l'UDPS. Comme fin limier, c'est vous. Ah, je souhaite que vous posiez la question à eux. Pas du tout. Pourquoi? Pourquoi l'UDPS ne peut pas prendre des décisions? Pour plus de crédibilité, vous leur posez la question. Merci beaucoup, c'en est fini. Avec qui l'UDPS va partager son bilan lors de prochaines élections? Eh bien, je constate que nous travaillons. D'abord, je vous ai fait remarquer dès le début, tout au long de l'émission d'ailleurs, que nous voudrions être responsables pleinement le moment venu, en ayant la majorité à l'Assemblée. Oui, là c'est le moment venu. Mais avec qui vous allez partager les bilans de ces 5 ans? Avec ceux-là avec qui nous travaillons, exactement. Donc, avec tous les partis, sauf les partis de la Mouka. Avec nos partenaires. Même les FCC aussi, parce que les FCC est aussi... Chacun joue sa partition. Mais celui qui est responsable, c'est celui qui est au gouvernement, exactement. Quand vous lisez la loi portant statut de l'opposition, c'est clair, lorsque vous prenez part au gouvernement, vous n'êtes pas à l'opposition, vous êtes parmi les gouvernants au pouvoir. Effectivement, le moment venu... Donc, le FCC aussi a sa part. Les moments venus, tous qui sont au gouvernement avec nous, nous partageons les bilans. Le FCC aussi a sa part. Et c'est comme ça que nous sommes heureux de voir qu'il y a des responsables qui s'assument pleinement. La loi portant statut de l'opposition reconnaît qui est opposant, qui ne l'est pas. Mais vous ne répondez pas à ma question. Donc, les FCC aussi a sa part dans votre bilan des 5 ans. S'il vous plaît, mais nous avons les membres de FCC qui sont au gouvernement avec nous. N'est-ce pas ça, madame? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y en a 2. S'il vous plaît. Ils sont là, oui ou non? Les FCC de Joseph Kabila Kabange. S'il vous plaît. Je parle, vous connaissez la composition du gouvernement, madame. On a eu la coalition Cash, FCC Cash. Donc vous allez partager aussi avec le FCC le 5 ans? FCC Cash, ça s'est passé là. Nous sommes maintenant aujourd'hui dans l'Union sacrée, madame. Mais le bilan, c'est pour 5 ans. Et les bilans le demandent exactement. Non. Et pourquoi on nous avait mis de côté exactement? Pourquoi on a balayé Ilunkamba et consorts et consorts? Parce qu'ils avaient une vision tout à fait opposée à la nôtre. Exactement. Nous avons aujourd'hui à partager les bilans les mois venus avec ceux-là avec nos gouvernants exactement. Bien entendu, les bilans de la gestion du pays. Merci beaucoup, Deo Bizibou. Les élections jusqu'à ce jour en 2023. Plusieurs candidats déjà, candidats président. Vous pensez que Félix Tshisekedi a vraiment de la chance pour un second mandat? Madame, les candidats qu'il y en ait plus déjà, nous sommes très heureux. Parce que c'est ça l'état de droit pour lequel nous sommes battus dans ce pays, madame. Si nous avons combattu Mobutu, l'AFDEL, le régime Kabang, c'est pour qu'on en arrive exactement à l'expression libre, que le Congolais se sente libre dans son pays d'être
donc de postuler. Et même dans notre parti, vous savez, dans d'autres partis politiques. Même comme un Kabound aussi. Généralement, Jean-Marc Kabound aussi est candidat président. Mais j'ai dit, nous sommes battus pour l'état de droit dans ce pays. Vous pour n'avez la pas peur? liberté d'expression. Quelle peur? Écoutez. De tous ces candidats? Nous avons accédé au pouvoir d'abord. Nous sommes au pouvoir. Nous gérons. Ce sont les résultats qui vont compter. Mais j'insiste en disant que pendant que d'autres ne voulaient pas que la CENI soit mise en place et qu'on aille de l'avant, pendant qu'ils voulaient qu'on aille aux négociations vers la fin, nous on a dit non. Nous sommes en train d'aller vers les élections. Parce que Fayoulou déjà accuse la CENI et l'ONIP de planifier très bien la tricherie. S'il vous plaît, que M. Fayoulou se prépare à l'élection. Voilà pourquoi moi, le secrétaire général de l'UDPS n'est pas ici à Kinshasa, au moment où nous parlons ici. Il est au Congo central. Au moment où nous parlons ici, la Ligue des jeunes de l'UDPS a un meeting maintenant là, au stade INCA ici. Nous sommes en train de travailler pour sensibiliser la population, pour remplir. Il faut que M. Fayoulou et les autres se préparent aussi de leur part. Nous allons aux élections, madame. Il n'y aura pas, on ne va pas glisser. Nous ne sommes pas à l'époque où il glissait. Nous allons aux élections. Que chacun se prépare, madame. C'est fini. Vous avez oublié de dire quelque chose? C'est juste dire que nous devons être optimistes. Là, je parle aux Congolais qui me suivent. Les douleurs d'enfantement, ça ne manque jamais. Mais nous, pour le compte de l'UDPS, nous leur disons que nous nous sommes battus pour l'état de droit dans ce pays, pour changer les conditions de vie des populations. Et voilà pourquoi, moi, je leur dis que les efforts sont en cours pour passer de la classe politique à la classe politique. Merci beaucoup, Déobi Zibou, secrétaire général adjoint du parti au pouvoir, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Merci à vous, mesdames, messieurs, pour votre fidélité à Congo Web Télévision. Je l'ai toujours dit, Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de rester fidèle sur la chaîne haute définition Congo Web Télévision. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. C'est l'heure. Au revoir.